bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous voici de nouveau à notre rendez-vous, entretien spécial. Aujourd'hui, nous ferons le 3e numéro et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour que nous puissions partager ensemble les clés de réussite de notre vie sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan financier et même sur le plan social. Vous aurez ici les ressources dont vous avez besoin pour vivre une vie à la hauteur de qui vous êtes en tant qu'enfant de Dieu, selon le plan que Dieu a prévu pour vous. Et chaque fois donc nous recevrons un invité qui partagera avec vous son expérience de vie, mais aussi son expérience d'enfant de Dieu. Nous continuons donc avec ce 3e numéro à parler de la discipline. Et nous allons donc retrouver notre invité, celui qui nous entretient depuis 2 numéros sur le thème de la discipline. Monsieur Luc Vidjanaï, bonjour. Bonjour, c'est Gladys. C'est avec plaisir donc que je vous retrouve pour ce 3e numéro dans lequel nous allons maintenant découvrir votre livre Managé par la discipline. Ensemble donc, nous allons parcourir quelques pages de ce livre pour inviter donc nos internautes à aller se procurer ce livre pour pouvoir découvrir davantage de choses afin d'avoir une entreprise qui a du succès, qui performe et qui vous donne donc la possibilité de pouvoir, comme le frère Luc a l'habitude de le dire, faire de bonnes choses. On ne peut pas faire de bonnes et grandes choses sans discipline. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, vous êtes convaincu, j'espère. Tout à fait. Alors, nous allons commencer donc notre découverte du livre. Quand moi je lisais le livre, il y a une chose qui m'a interpellée personnellement. À la page 47, je lis « L'anglais était une étape ». Mais avant ça, vous aviez déjà commencé à gagner de l'argent avec votre entreprise. Et donc, vous étiez déjà dans une entreprise qui était, on va dire, en train de vous faire gagner votre vie. Pourquoi était-il nécessaire selon vous, malgré que vous gagnez déjà de l'argent, de repartir faire des formations? Et comment est-ce que vous avez pu identifier vos besoins de formation? Oui, merci, c'est Gladys. Oui, comme vous le dites, le livre le précise, l'anglais était une étape pour arriver à développer son entreprise de nos jours. C'est vrai qu'il y a environ 17 ans que ceci se passait, mais d'actualité encore. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vraiment développer le business si vous ne pouvez pas vous exprimer en anglais. Je l'ai dit, à moins que vous voulez être quelqu'un, c'est-à-dire un sourd ou un aveugle accompagné. C'est-à-dire, vous dites à quelqu'un dans votre langue que vous comprenez ce que vous voulez dire, il traduit en anglais. Parce que l'anglais reste aujourd'hui la langue la plus parlée dans le business. Et partout au monde, même quand voilà, dans les pays ils parlent leur langue, leur propre langue, il y a l'anglais quand même qui fait la seconde langue parlée. Alors tout de suite, moi je l'ai compris. Et vous savez, notre système éducatif, on est sorti après des années 3 ans, 4 ans, 5 ans parfois sortis de l'université. Nous n'arrivons pas vraiment à avoir un niveau d'anglais qu'il faut pour pouvoir communiquer, écrire, correspondre correctement. Alors, bon, j'ai compris comme ça que c'était nécessaire. J'ai compris que c'était nécessaire. Et ce qui est le plus dur, c'est pouvoir arriver à prendre la décision et s'y engager, s'y mettre pour repartir à l'école, aller s'asseoir et écouter, et être enseigné et apprendre. Et là, je dis,
sachant là où je voulais aller, il y avait un prix à payer. Et la discipline commence toujours par là aussi, quoi. La discipline, c'est elle qui nous amène vraiment à pouvoir prendre cette décision et à travailler à réaliser ces objectifs que nous-mêmes nous sommes fixés. Vous voyez que la dernière fois j'ai dit j'ai fait un voyage un an après, n'est-ce pas, la création de mon entreprise aux États-Unis. Aux États-Unis, vous n'allez pas parler français là-bas. Tout à fait. Vous n'allez pas parler français. C'est vrai qu'il y a le spanish, mais l'anglais. Il fallait comprendre l'anglais. Et voilà, je l'ai fait. Et au-delà de l'anglais, vous avez vu, il y a d'autres formations que moi j'ai faites. Tout cela, c'est vrai, ce n'était pas facile parce que je me rappelle encore à ce début-là, à 19h, je devais être au cours, soit en anglais ou dans le cursus de management là, je devais être au cours et il faut suivre les cours du soir jusqu'à 22h, 23h. Vous voyez, vous revenez, je reviens au bureau pour faire encore le point de la journée avant de repartir à la maison. C'est des sacrifices. Oui. Des sacrifices, et nous l'avons dit déjà ici. Et il faut faire le choix de le faire et s'investir, se sacrifier, se donner toute la discipline, n'est-ce pas, pour faire. Parce que c'est vous qui avez choisi d'entreprendre, c'est vous qui avez choisi, n'est-ce pas, de vous fixer ces objectifs de succès dans ce que vous faites et vous payez le prix qu'il faut. C'est ce que j'ai fait. On comprend bien donc qu'en tant qu'entrepreneur, on doit donc savoir identifier ses besoins en matière de formation. Parce que la plupart des gens font des formations pour avoir un plus grand poste. Généralement, vous voyez les gens faire un master parce qu'ils sont dans une entreprise et ils veulent que leur salaire augmente. Mais on voit très peu d'entrepreneurs qui estiment qu'ils peuvent encore aller s'asseoir devant quelqu'un et apprendre des choses. Donc, c'est la discipline qui nous amène là. Oui, à mon niveau, je l'ai dit et j'affirme. Je me rappelle bien quand j'étais au centre culturel américain dans le temps pour apprendre l'anglais, tous ceux qui étaient mes camarades de salle, de classe, c'était soit ils voulaient aller aux États-Unis, le programme c'était d'aller aux États-Unis, donc il fallait qu'ils fassent le TOEFL, ou c'est des gens qui travaillent, ils veulent avoir une bourse d'études et l'obligation était qu'il faut qu'ils apprennent l'anglais. C'est-à-dire qu'ils sont obligés. C'est les conditions de l'environnement qui les obligent. Mais là, moi, j'ai choisi moi-même de le faire. En ce moment, vous voyez que ce qui m'intéresse, ce n'est pas le diplôme, mais c'est la connaissance. C'est pareil, n'est-ce pas, quand je me suis retrouvé après, encore sur les bancs de l'université, pour apprendre le management. Donc, vous voyez exactement comme vous le dites, il y a des frères et sœurs qui étaient là, les camarades de classe qui étaient là pour vraiment avoir un poste plus élevé dans l'entreprise, ainsi de suite. Mais moi, j'étais jeune entrepreneur et beaucoup d'enseignants s'étonnaient. La dernière fois, j'allais en Côte d'Ivoire et j'ai vu un de mes enseignants, il allait en Guinée, il est devenu consultant. Et là, il a reconnu en même temps que j'étais un combatif et puis un capable depuis ce temps-là. Donc, la discipline aide beaucoup en la matière. Non, sincèrement, parfois, nous aimerons faire des choses, nous voulons obtenir des choses, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Et c'est cela qui fait la différence. Quand vous voulez faire quelque chose, il faut pouvoir payer le prix. Aujourd'hui, pour être libre demain. Aujourd'hui, donc, moi, parfois, quand je voyage dans mes voyages d'affaires, bien que mon anglais ne soit pas aussi professionnel comme il se doit, mais c'est un anglais qui permet, n'est-ce pas, de faire les affaires. Au point où d'autres me demandent, mais où est-ce que tu as fait, dans quelle université tu as étudié, est-ce que c'était à Londres ou bien aux États-Unis? C'est au Bénin, quoi, à l'Université nationale du Bénin que moi j'ai étudié. Tout à fait. Alors, vous étiez aussi membre de la Jeune Chambre internationale. Vous en parlez ici, l'école GCI. Alors, est-ce que cela était vraiment nécessaire? En quoi est-ce que ça vous a été utile? Vous voyez,
bon, j'ai cette grâce et je rends grâce à Dieu. Je loue sa grandeur et sa bonté. Moi, qui me permettait quand même d'écouter les signaux qui étaient autour de moi, de voir dans l'ensemble des choses l'essentiel qui était utile. Alors, vous voyez, il y a quelque chose que nous n'apprenons pas à l'école. Et c'est le leadership. On ne nous apprend pas le leadership à l'école. C'est vrai que nous ne sommes pas nés de la même manière, mais il y a certaines choses qu'on peut apprendre. D'accord? Et là, j'ai constaté qu'il y avait cette organisation, les Jeunes Chambres Internationales, et j'ai vu beaucoup d'élèves qui étaient membres. Alors, je me suis rapproché pour savoir ce que c'est. Quand j'ai su que c'était une école de formation, alors j'y ai intégré. Bien avant d'entreprendre, bien avant, j'ai intégré la Jeune Chambre. Et là, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très formidable. J'ai appris assez énormément de choses là. Sincèrement, apprendre à diriger aujourd'hui, apprendre à structurer, à gérer un projet aussi facilement et simplement, être un formateur, aujourd'hui, je l'ai appris à la Jeune Chambre, sincèrement. Et alors, il me fallait, n'est-ce pas, reconnaître à cette organisation ce qu'elle est, ce qu'elle a fait pour moi, sincèrement. Alors, pour beaucoup de chrétiens, la Jeune Chambre Internationale est un peu comme on va dire un lieu de recrutement de la franc-maçonnerie, un lieu à ne pas fréquenter. Qu'est-ce que vous dites de ça? Oui, c'est vrai, je l'ai compris. Et j'ai constaté cela quand je suis venu à la communauté. Beaucoup de... Bon, il y a des frères, des soeurs qui m'ont posé vraiment la question. Moi, j'ai dit simplement que moi, j'ai fait la Jeune Chambre au Bénin. J'ai fait la Jeune Chambre Internationale au Bénin. C'est vrai que j'ai fait quelques voyages, n'est-ce pas, pour des conférences mondiales et africaines et Moyen-Orient qui s'organisent. Mais moi, j'ai rien vu de tel. J'ai vu que c'était une école qui forme, une organisation c'est une école carrément, qui forme, n'est-ce pas, au leadership, à l'entrepreneuriat. Et un jeune chambre, c'est quelqu'un normalement qui ne peut avoir aucun problème, n'est-ce pas, dans l'organisation d'une structure, dans la mise en place des choses, dans l'organisation d'un projet. Le leadership devrait être sa tasse de thé, quoi, sincèrement. Et vous voyez, au Japon, à une époque donnée, je ne sais pas encore maintenant comment ça se passe, mais tous les premiers ministres japonais étaient obligés d'être membres de Jeune Chambre. Ils étaient obligés d'être membres de Jeune Chambre parce qu'ils deviennent des gens très bien formés, très futés, très engagés. Donc voilà, c'est ce que moi j'ai appris. J'ai appris là-bas, vous faites un temps de formation et c'est après évaluation qu'on vous intègre. Et à partir de là, vous prenez des responsabilités. Vous voyez, j'ai fait cette école-là, cette organisation en activité, de manière active, n'est-ce pas, pendant une dizaine d'années. Une dizaine d'années où vous prenez des responsabilités à gérer des projets, à gérer voilà, des hommes. C'est des commissions, on parle des commissions là, en ce moment-là. Et je suis devenu président même de la Jeune Chambre Cotonou. Je suis devenu président de la Jeune Chambre Cotonou, donc vous faites des pas même un peu en politique un peu, parce que pour devenir président d'une organisation, il faut faire campagne, il faut faire des caucus, il faut convaincre des gens, et ainsi de suite, et vous êtes challengé. Donc on a appris à faire tout ça. Donc quand je me retrouve dans les associations, aujourd'hui c'est tellement facile pour moi de diriger une réunion, amener les gens à vous suivre dans ce que vous voulez faire. C'est la Jeune Chambre qui me l'a appris. Bon, je sais pas, je sais que les organisations dont vous parlez, je n'appelle pas les noms, cherchent à recruter les élites. Mais les élites, il faut les trouver où? Il faut aller chercher dans les grandes universités. Peut-être il faut aller chercher dans ces organisations-là parce qu'on sait là, on forme des gens à être élites. Donc c'est possible. Bon, moi je n'ai pas fait l'international, personne ne m'avait demandé de devenir FM, de devenir ceci ou cela. Donc, je pense que si la question se posait, nous allons nous comparer pour voir qui devait débaucher quelqu'un. Alors vous voulez confirmer que cela a
quand même pesé dans votre parcours, ça a eu son poids pour que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui? Oui, sérieusement, et c'est pour cela que je n'ai pas hésité à mentionner cela dans mon premier livre. Vous voyez, c'est là aussi que j'ai appris comment on peut servir la communauté. Nous n'étions pas payés, nous étions des jeunes, de 18 à 40 ans. Les jeunes, on ne nous paye pas, mais nous travaillons. Et nous avons réalisé de grandes choses. Moi, je peux vous dire, j'ai dirigé un projet à la Jeune Chambre internationale. Et c'est cela qui m'a confirmé que je pouvais entreprendre et réussir. En fait, la Jeune Chambre, en ce moment-là, je la définissais comme un laboratoire dans lequel vous venez, vous faites des essais. Vous faites des essais, vous pouvez casser des éprouvettes, vous pouvez faire des échecs, mais personne ne vous punit parce que vous apprenez. Alors là, quand vous donnez ce temps d'expérience, d'expérimentation, avec tout ce que cela comporte comme ressources, expérience, alors quand vous le faites, vous sortez, vous faites moins d'erreurs. Donc, j'avais dirigé un projet dans le temps, on l'appelait, c'était un salon qu'on m'avait identifié, on me l'a confié, un salon c'était sa 7e édition. Cette 7e édition, le salon se voulait dans sa vision être un salon international. À la 7e édition, jusqu'à la 6e édition, ce n'était pas, c'était juste un salon national. Donc on m'a donné le challenge, n'est-ce pas, d'en faire un salon international. Mais là, nous avons pu le faire avec une équipe. J'ai eu à diriger en ce moment déjà 15 personnes, 15 jeunes, et sur une période de 6 mois pour faire aboutir, n'est-ce pas, ce projet où nous avons fait venir des Sénégalais sur le salon ici à Cotonou, c'était en 2004. Des gens de l'Afrique du Sud, même une participation du Japon. Vraiment, c'était un grand succès. Fausse modestie laissée de côté, quoi. C'était un grand succès, je vous le dis, sincèrement. Sincèrement, je me rappelle encore bien, et tous ceux qui ont participé à ce salon-là, c'était un salon sur l'informatique et les nouvelles technologies de l'information, de la communication. Et tous ceux qui avaient participé étaient très très contents. Alors j'ai dit, alors que je peux quelque chose, j'ai pu quelque chose. Et là, ça m'a donné vraiment le courage parce que j'ai travaillé aussi déjà, hein. Donc il faut abandonner maintenant pour entreprendre réellement. Voilà. Eh bien voilà, vous avez compris que un chrétien est dans le monde, il n'est pas du monde, mais il est dans le monde et donc il peut profiter de tout ce que le monde met à sa disposition pour pouvoir donc devenir une élite pour Jésus. Ici, je lis à la page 55, solidifier le corps pour solidifier sa gestion. Ça, c'est pas très africain, pas très béninois, parce qu'on aime manger la vie par ici. Pourquoi le faire et comment le faire? Oui, vous savez, quand nous sommes à l'université, je pense que l'emblème, c'est ça on dit, le logo de l'université d'Abou et Calabi, on voit Molem agitas, quelque chose comme ça, je ne comprends pas. Donc, l'esprit fait mouvoir la matière, c'est ce que ça veut dire. L'esprit fait mouvoir la matière. C'est-à-dire, pour pouvoir faire de grandes choses, pour pouvoir transformer la matière, c'est l'esprit. Il faut que votre esprit soit tranquille, que votre esprit soit bien nourri pour pouvoir faire ça. Nous sommes dans cette émission. Si cette émission est très bien appréciée et très bien organisée, il a fallu que avant les gens prennent du temps, n'est-ce pas, se concentrent et préparent. D'accord? Donc, pour avoir l'esprit tranquille, on ne peut pas laisser son corps n'importe comment. Parce que si le corps n'est pas bien, l'esprit ne peut pas être tranquille. Quand on est malade, on ne peut pas bien travailler, par exemple. On ne peut pas avoir de bonnes idées. Vous voyez? Donc, il faut prendre soin de son corps. Cela est très important pour avoir un esprit, n'est-ce pas, qui donne de la lumière. Bien sûr que Dieu a mis les choses en nous, mais nous avons besoin de nous mettre en condition. De les entretenir, d'entretenir vraiment notre corps pour pouvoir utiliser vraiment, tout ce que l'esprit peut faire en nous. Voilà, un esprit sain dans un corps sain. Oui, c'est cela et il faut le prendre au sérieux. Il faut le prendre au sérieux, un esprit sain
dans un corps sain. Mais comment vous vous êtes arrivé à le faire? Oui, bon, c'est... Vous voyez, bon, vous imaginez que vous allez dans une réunion où vous devez prendre des décisions qui engagent votre entreprise, qui engagent votre vie, hein, en état de somnolence. Somnolence due, n'est-ce pas, à une prise d'alcool, quelque chose comme ça. Un manque de repos. Un manque de repos, fatigue, et parce que la veille, on est allé en boîte, et puis on a passé tout le temps, on est venu à 3h du matin ou 6h du matin, et il y a une réunion à 8h. Bon, il y a un problème qui se pose, l'indiscipline. Donc il faut se discipliner, et avoir le repos qu'il faut, manger sain, et prendre du temps pour soi. Il faut prendre du temps pour soi pour pouvoir vraiment produire de manière qui sorte un peu de l'ordinaire. Oui. Alors, la dimension mentale et spirituelle. Est-ce que c'est nécessaire pour un entrepreneur qui veut réussir? Est-ce qu'il faut un mental? Est-ce qu'il faut une vie spirituelle? Ou alors il faut juste avoir une idée, avoir une bonne équipe et travailler? Sœur Gladys, bon, je suis pressé de te dire oui. Je suis pressé de répondre par affirmatif. Et obligatoirement, il faut avoir un mental qui soit vrai et une vie spirituelle. Parce que, vous voyez, vous ne pouvez réaliser quelque chose d'extraordinaire qui sort un peu de l'ordinaire si vous n'êtes pas mentalement préparé, mentalement solide. Et surtout en Afrique, vous connaissez, hein, dans nos environnements, où vraiment les réussites, il n'y en a pas beaucoup. On ne veut pas trop se gêner. C'est très facile, n'est-ce pas, de voir un autre qui fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de mauvais. Tout à fait. Quelque chose de mauvais, bon, c'est sûr qu'il a un sucre. Voilà. Il a fait un pacte. Il a fait ceci, voilà. Vous voyez même des gens qui jouent aux cartes toute la journée, qui jouent des dames, aux dames toute la journée, qui jouent à G, enfin toute la journée, qui jugent des gens comme des gens qui réussissent. Vous voyez, donc il faut avoir le mental fort pour pouvoir supporter ces choses-là. Mais également, je dis, et ça fait partie des fondements de Jet que j'enseigne, n'est-ce pas, à mes collaborateurs. Ouais, c'est la pensée. C'est la pensée, d'accord, qui détermine le succès. C'est la pensée qui détermine le succès. Donc il faut avoir le mental, n'est-ce pas, pour ça. Et quoi qu'il arrive, restez, n'est-ce pas, dans votre couloir. Dites-vous, vous allez quelque part, et que les critiques, les attaques, la jalousie et autres puissent aussi évoluer dans les autres. Donc, voilà. Et pour ce qui est, n'est-ce pas, la dimension spirituelle, elle est également évidente. Enfin, pour un grand entrepreneur, quelqu'un qui vient grand, je ne suis pas encore grand, il faut la dimension spirituelle. Vous savez, j'ai lu de Dangote des conseils qu'il donne que pour avoir une percée, il faut prier pour avoir une percée, une grande percée. Il faut prier beaucoup pour avoir une grande percée. Parce que quoi que vous fassiez, vous voyez, il y a le coup de l'opportunité, la chance qui peut intervenir. Maintenant, vous pouvez, je ne veux pas faire des comparaisons, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui travaillent durement dans notre pays, hein, qui sont honnêtes, qui travaillent durement, dur. Mais ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas à faire quelque chose d'extraordinaire. Simplement parce que, bon, je pense que peut-être il y a cette dimension qui manque. D'accord? Il faut parfois que Dieu puisse vous aider. Et si vous permettez, je fais un détour, n'est-ce pas, dans le livre Manager par la foi. J'ai donné quelques exemples. Vous voyez, un jour j'étais sur un salon où il y a plus de 3000 exposants. Donc quand nous participons à ces genres de salons, en fait, vous avez déjà des cibles, des partenaires ciblés que vous pensez visiter, échanger. Mais il y a aussi des découvertes que vous pouvez faire, des opportunités que vous pouvez saisir. Mais un jour,
lors de ce salon, je me suis levé un matin, je dois aller sur le salon. D'abord, je suis venu en retard sur le salon parce que j'ai pris du temps à me reposer avant de venir. Nécessaire qu'il fallait faire une prière matinale. D'accord? Je suis venu et j'avais programmé ce jour-là d'aller sur un stand, sur un certain nombre de stands. D'accord? Mais une fois arrivé sur le lieu, quelque chose me disait clairement, Monsieur Dansou, Luc, passe à droite. Il faut prendre cette voie-là. Bon. Mais là où je devais aller, c'était à gauche. Il n'y a pas de raison que je ne prenne pas la droite et que j'arrive là-bas. Alors je m'étais arrêté et dit, mais c'est quoi? Bon, j'ai appris à être docile avec le temps, avec l'expérience. Avec le Saint-Esprit, j'ai appris à être docile. Alors je suis allé à droite. Je suis allé à droite et vous voyez, ce jour-là, qu'est-ce que j'ai découvert? Il y avait alors un exposant qui tout de suite m'a fait appel. Hey, Mister, come. Donc je suis venu. Il m'a dit, je suis d'où? Alors j'ai dit, je suis du Bénin. Il dit, yes, I have customer in Bénin. J'ai des partenaires au Bénin, j'ai des clients au Bénin qui, je lui ai rien demandé, mais il a pris son portable et il m'a montré un de ceux avec qui il travaillait. Et qu'est-ce que je découvre là? C'est un agent qui travaille chez moi, qui est payé, qui est encore là, régulièrement payé, agent, d'accord, qui faisait encore parallèlement affaire. Vous voyez? Donc, l'exposant m'a montré tout comme ça. Il m'a dit, ok, bon, j'ai photographié. Et voilà, j'ai dit, bon, est-ce que toi-même, Luc, pas toi-même, tu peux trouver un truc comme ça? Tu ne peux jamais trouver. Donc, j'ai dit, il faut faire attention. Donc, on a besoin, n'est-ce pas, d'une dimension spirituelle. Et il faut être vraiment docile, obéissant, n'est-ce pas, à l'Esprit Saint. Et nous verrons parfois des choses extraordinaires. Les gens ne comprendront pas. Donc, quand je suis revenu et puis j'ai appelé mes collaborateurs, je leur ai dit ce que j'avais vécu. Ils étaient tous surpris. Parce que le gars ne peut plus nier rien. Bon, tout était là avec des preuves, et voilà. Bon, donc quand vous êtes entrepreneur, oui, quand vous êtes entrepreneur et moi j'ai choisi Dieu, j'ai choisi Jésus, il faut faire son choix de la vie spirituelle. Cela nous aide beaucoup à régler plein de problèmes et ça nous aide aussi à vraiment bénéficier, n'est-ce pas, de toutes les opportunités que Dieu peut nous offrir. Il y a tellement beaucoup d'exemples. Dans mon avis, pas la foi, on peut voir tout ça. Bien sûr. Merci. Alors, j'ai commandé du thé. C'est un titre qui m'a interpellée personnellement. Qu'est-ce que le thé vient chercher dans un livre de management par la discipline? Oui, bon, vous avez lu le détail, c'est ici. Donc, dites-nous ce que vous avez lu. Pour que ça ne soit pas moi qui invente chaque fois les choses. Non, mais vous racontez beaucoup mieux que moi. Oui. Je sais que vous étiez au resto avec deux autres personnes. Oui, merci. Et vous étiez partis au restaurant pour commander, pour manger. Et vous avez attendu. Le temps que vous a été dit est passé. Et puis vous avez décidé d'être discipliné. Il y a deux histoires. Là, c'est-à-dire, j'ai commandé du thé. Comment je commande du thé et on me sert du café au lait. J'ai commandé du thé dans un restaurant et je suis servi du café au lait. Je ne prends pas. Bon, il n'y a pas à dire, bon, vraiment, hein, ça fait un problème, machin, non. Monsieur, j'ai commandé du thé, je n'ai pas commandé du café au lait. C'est de la discipline. Et oui, et il a les oreilles pour écouter. Et quand on fait les commandes, il a la possibilité de prendre note, de ne pas faire des erreurs comme ça. Ah oui, moi je ne prends pas du café, je ne prends réellement pas du café, mais je prends du thé. Donc, ah oui, il faut qu'il change. Maintenant, l'autre histoire dont vous parlez, c'est que nous étions dans un restaurant, c'était en Algérie, je me rappelle bien. Nous sommes allés faire une installation d'un scanner médical, n'est-ce pas? En ce moment, j'étais avec un Égyptien et un Syrien, d'accord? Et
Notre séjour à Béjaïa, en Algérie, était pris en charge par le client. Le client pour qui l'installation devrait être faite. Alors nous avons normalement un délai pour finir le travail et livrer, rentrer. Alors, un de ce midi, nous sommes rendus dans un restaurant pour manger quelque chose rapidement, prendre un lunch, un déjeuner et pour revenir continuer le travail. Mais nous sommes allés, nous avons demandé, nous avons fait les commandes. On a vu les menus, nous avons fait les commandes et combien de temps cela prendra-t-il? Vous les connaissez, les waiters, les garçons, les garçons dans les restaurants, d'accord? Il dit, ça prendra 20 minutes. 20 minutes. Bon, il faut commander un repas à 20 minutes. Ça peut venir. Je pense que c'est la normale. Hein? Mais là, nous avons attendu 35 minutes, 40 minutes, rien ne venait. Rien ne venait. Gladys, rien ne venait. Et nous étions là pour une mission. Et c'est le client, je vous rappelle que c'est le client qui payait nos hôtels, 4 étoiles. Le client qui payait restauration, déplacement, séjour, tout. Donc, un jour de plus, c'est que nous allons faire payer le client. D'accord? Autrement, il refusera de payer, il va demander à notre patron de rembourser. Monsieur, vous nous avez dit 20 minutes, que ça fait 35 minutes, nous ne voyons rien. Il dit non, 5 minutes encore. Non, 5 minutes, ça va se faire. Bon, nous attendons les 5 minutes et nous n'avons rien. Rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre une décision. Est-ce que je vais repartir un jour dire à mon patron que voilà, on ne m'a pas vite servi au restaurant et c'est pour cela que le travail a été fait en retard. Sœur Gladys, dites-moi. Bon, c'est vrai que j'étais pas seul. En professionnel. En bon professionnel, bon voilà. Ce qu'on a fait, bon, nous avons juste payé, comment on dit, enfin... Ce que vous avez consommé. Oui, les boissons que nous avons consommées. Et annulé simplement la commande est partie. Il n'y a plus de contrat entre nous. Ils n'ont pas respecté leur contrat. Alors ils ne peuvent rien réclamer. Et nous sommes partis simplement comme ça. Donc la discipline exige aussi parfois d'être très rigoureux. Ah oui, mais vous ne pouvez pas ne pas être rigoureux. Parce qu'ici, on tient beaucoup compte de l'état d'âme des gens, on ne veut pas frustrer les autres. Mais est-ce qu'en le faisant, vous vous demandez quel service vous rendez à ceux-là? Tout à fait. Je vous dis, hier à côté ici, j'étais dans un restaurant avec mon épouse. Et là, bon, elle était vraiment enthousiaste. Bon, on va prendre quelque chose et on est parti. Ce restaurant-là, je le connaissais comme un restaurant vraiment sérieux. Sérieux. Non pas parce que seulement c'est une blanche qui était responsable. Nous y sommes allés. Mais j'étais allé là hier. Bon, j'ai plus vu de blanc. Il y avait mes frères et soeurs qui sont là. D'avoir bavardé comme ils veulent. Hein, à crier à gauche, à droite, voilà. Et bon, nous avons fait la commande. Je vous dis, 45 minutes après, il n'y avait encore rien. Il n'y avait encore rien. Mais j'ai commencé par m'énerver. J'ai dit, bon, le cœur chrétien, il faut faire attention, il faut te calmer. Il faut te calmer. Donc, et il n'y a même pas eu des excuses. Pourtant, on était parti pour revenir, n'est-ce pas, 20 minutes plus tard. Et on tourne en gauche, à droite, on tourne partout. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. J'ai dû appeler le garçon et dire, toi, viens ici. Et je l'ai appelé, il n'est même pas venu vers moi. Maintenant, il a couru, n'est-ce pas, à la cuisine. Donc, finalement, il est venu avec le repas. Et il a tout posé, sans présenter ses excuses. Et j'ai dit, monsieur, venez. Vous ne nous avez pas présenté vos excuses. Ah bon, là, il s'est excusé et puis il dit, bon, excusez-nous, machin, tout ça. J'ai demandé, les blancs qui travaillaient ici, là, ils sont où? Depuis qu'ils sont partis là, vous êtes... J'ai pu lui dire, vous nous faites honte. Vous faites honte à notre nation. Parce que vous avez été quand même à bonne école avec la direction précédente. Non, sincèrement, vous nous faites honte. C'est pas... Donc, vous ne rendez pas service aux gens quand vous acceptez les résultats de moindre qualité qu'ils vous délivrent. Vous ne leur rendez pas service. Dit, je suis gentil. Le monsieur restera tel.
C'est ça, Et c'est une société qui en pâtit. Voilà. Et non, une société comme ça, elle finira pas fermée. Elle finira pas fermée. C'est vrai. Parce que moi, je ne repartirai plus. Moi, je ne repartirai plus là. Et sérieusement, quand nous étions là, très souvent, il y avait de l'affluence. C'est vrai que nous sommes en temps de Covid. Mais je n'ai pas vu, pendant tout le temps, je n'ai pas vu 5 personnes rentrer. C'est ça. Et oui, voilà, c'est la conséquence. Donc, vous ne rendez pas service aux gens en étant gentil avec eux sur ce qu'ils doivent faire, qu'ils ne font pas. Ouais. Le service qu'ils vous doivent, qu'ils vous rendent le service. D'accord? Je peux comprendre s'il y a un problème, qu'on vienne vous dire, ouais, j'ai tel problème. Et puis, si vous pouvez comprendre, c'est bon. Vous ne pouvez pas, donc vous prenez vos dispositions. Mais qu'on se dise gaillardement, non, je peux délivrer de la mauvaise qualité et que j'en suis fier, et puis je me moque même. Non, il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse, sincèrement. C'est une mentalité qu'il faut corriger. Il faut corriger. Et notre rôle en tant que leader, en tant que défensier, c'est cela. C'est cela, il faut pouvoir travailler à cela. Sincèrement, amener des gens, n'est-ce pas, à s'améliorer. C'est très important. À être précis. Oui, la précision. Voilà. Donc nous y sommes. On va parler ici de précision. Y a-t-il une possibilité que le camion ne vienne pas avant 16 heures? Et vous parlez de fixer des échéances à chacun de vos projets, même les plus infimes. Il faut des échéances pour chaque chose que vous devez faire. Oui, mais c'est cela qui fait que vous voyez des projets qui se réalisent et puis les résultats, les résultats font la fierté et contente. Vous voyez, à cet exemple que je l'ai donné, nous étions dans un projet où on devrait livrer un client, c'est un appel, on a gagné, il faut livrer. Et bon, notre logistique ne dispose pas d'un véhicule, d'un camion pour le faire, alors il fallait louer un camion. Et vous voyez, le camion, c'est conclu, il doit venir. Mais il n'y avait pas de précision sur l'heure à laquelle le camion devait venir. Alors j'ai demandé, on m'a dit, le camion a dit qu'il va finir le déchargement et venir. Mais le chargement, nous avons prévu faire le chargement à 16 heures. C'est le chargement à 16 heures. D'accord? Le camion vient à quelle heure? Il me dit non, il est en train de faire un déchargement. Le conducteur dit qu'il fait un déchargement et il viendra tout à l'heure. Bon sang, tout à l'heure n'est pas un délai. Tout à l'heure n'est pas un délai. Tout à l'heure n'est pas un délai. Donc, même en disant ça, bon, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas tout de suite. Alors j'ai dit, est-ce qu'il y a une possibilité que le camion ne vienne pas avant 16 heures comme nous l'avons prévu? Donc maintenant, ça met tout le monde en réflexion et il commence par courir. Alors ils se disent, oui, ça peut arriver. Alors voilà, marcher. Donc, ils reprennent maintenant leurs responsabilités. Celui qui se charge de ça. Et je peux vous dire, ce camionneur n'est pas venu. C'est ça. Il n'est pas venu. Pendant ce temps, on avait pris une disposition, un plan B pour aller négocier un autre camion. Oh là là. Donc, et puisqu'il ne respectait pas l'heure, alors on dit bon, on prend un autre camion, on verra de toutes les façons celui qui vient le plus tôt, voilà. Jusqu'à ce que la seconde négociation avec notre camionneur a fait que le camion soit venu, qu'on ait chargé tout ça. Le premier camion n'est pas venu. Ah oui, nous sommes au Bénin. C'est au Bénin, ça se passe comme ça. Et on appelle même pas pour... Oh non, après, il aura plein de justice. Hein. Mais vous, ça fait un problème dans votre chaîne de fonctionnement. D'accord? Le client qui attend que vous venez, il a mis toutes les dispositions. Il a dit aux gens, attendez, mettez, bon, la livraison va se faire. Alors, il ne voit rien. Il ne voit rien. Ça vous décrédibilise. Ça vous décrédibilise et ça ternit votre image. Tout simplement parce que vous-même, vous ne prenez pas vos dispositions. Vous faites confiance aux gens qui ne sont pas précis, qui ne sont pas disciplinés, qui ne savent pas ce que ça veut dire un service bien fait. Voilà. J'ai vu le jour là, cette livraison, le camion est arrivé à destination pour la livraison tout de minuit. Wow. La livraison s'est achevée peut-être à 2 h du matin. C'est des frais supplémentaires parce qu'il faut contenter ceux que vous avez fait attendre. Vraiment, donc voilà. Et là, je dis, la précision nous permet de gagner du temps. La
précision nous permet de gagner du temps. Et cela, c'est des techniques. C'est des techniques qu'il faut apprendre. Les chargés d'opération savent ça, les logisticiens ils savent tout ça. Donc il faut apprendre ça et appliquer. Et que quand on veut faire quelque chose, il faut déterminer comment on va le faire. Et chaque étape, chaque action avec le temps qu'il faut. Voilà, c'est simplement cela. Dans un pays où le temps est vraiment relatif, où les gens pensent qu'on dispose du temps à profusion, il faut pouvoir se conformer à cette discipline-là. Est-ce que c'est si évident que ça? Mais c'est la seule solution que moi je connais pour s'en sortir. Surtout sortir du sous-développement, c'est cela. Parce que ce que nous avons tous de commun, les riches et les pauvres, les vieux, les nouveaux-nés, pays développés, pays sous-développés, c'est le temps. Nous avons les mêmes 24 heures dans une journée. Nous avons les mêmes 24 heures dans une journée. Qu'est-ce que je fais de mes 24 heures et qu'est-ce que l'autre en fait? Voilà. Si je ne prévois rien et si je ne suis cette livraison aurait pu faire 3 jours, 4 ou 5 jours, et si, c'est des frais supplémentaires. Et oui, et quand vous arrêtez. Parfois même le client peut se fâcher. Oui, dans le contrat, si vous ne livrez pas à temps, il y a des pénalités qui viennent de vous payer. Vous payez, vous ne respectez pas votre contrat, vous payez. Dans les contrats, c'est comme ça. Vous mettez l'entreprise en difficulté et même le personnel. Maintenant, je dis, le rôle revient quand même aux dirigeants. Le dirigeant doit être un leader pour amener ses collaborateurs à comprendre ces choses. Et ils doivent savoir qu'il n'y a pas autre solution. C'est la seule solution qu'il y a de bien faire les choses. Cela vous amène à créer des résultats, à obtenir des résultats extraordinaires avec peu de moyens. Nous comprenons pourquoi très peu d'entreprises arrivent à atteindre ces résultats. Ah là là. La performance est possible, mais elle ne devient une réalité que lorsque nous savons nous contraindre pour nous encadrer et nous recadrer à chaque fois pour produire les résultats que nous avons nous-mêmes promis. Cadrage et recadrage. De quoi s'agit-il? Oui, vous savez, la vie même est elle continue. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit figé. Tout évolue, tout est dynamique. Tout est dynamique. Donc, quand vous êtes dans la réflexion quotidienne, vous voyez vous-même parfois vos failles et vous les corrigez, vous les améliorez. Vous savez, en 2010, sans que personne ne nous ait demandé, à JET, nous avons choisi de certifier notre management. La certification ISO 9001. Depuis 2010, ça, j'avais pris la responsabilité de le faire. Quoi que cela nous coûtait, nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Cela nous a mis dans un élan vraiment de qualité, de recherche de qualité, de satisfaction totale de la clientèle. Et cela nous met nous-mêmes, n'est-ce pas, en question tout le temps concernant nos processus. Voilà. Voilà ce que nous avons fait aujourd'hui. Voilà le cadre. Est-ce que demain, après-demain, c'est encore vraiment... Voilà. Il faut critiquer et recadrer, si nécessaire. Reconstruire. D'accord? Donc, nous parlons de la construction et la reconstruction. Donc, c'est un travail perpétuel comme ça qu'il vous faut faire pour rester, n'est-ce pas, à flot. Sinon, vous noyez. D'accord? Par exemple, Covid est venu. Beaucoup d'entreprises toutes les entreprises normalement devraient se réajuster. Ah oui, il faut se réajuster, forcément. Donc, nous avons fait un plan peut-être en décembre, mais on a dit il y a confinement en mars. Alors, voilà. Ça remet tout en question. Ça remet tout en question, par exemple. Mais j'ai pris un cas extrême. Mais quotidiennement, il y a des choses qui font que, voilà. Vous avez pensé sortir un produit, mais le concurrent, vraiment, il veut vous dévancer, ou bien il sort le même produit au même moment que vous. Comment vous allez faire? Il faut recadrer, il faut revoir. Donc il y a un travail, n'est-ce pas, que ceux qui sont à la stratégie font toujours, n'est-ce pas, dans les grandes entreprises internationales, ça se vit. Nous sommes une PME et on peut se dire qu'on n'en a pas besoin, mais nous
nous sommes donné la responsabilité de faire les choses comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Luc Vijanayi Dansou. Ce que je comprends à travers tout ce que nous avons découvert, c'est qu'on ne pilote pas une entreprise à tâtons, on ne navigue pas à vue. Il faut soi-même avoir une certaine expérience dans son domaine d'activité. Il faut se former quand le besoin se fait sentir. Il faut pouvoir découvrir les besoins de formation, que ce soit pour vous-même ou vos employés. Et surtout, il faut être discipliné et être précis dans tout ce que vous faites. Lorsque vous choisissez de donner vie à une entreprise, de créer une entreprise, surtout dans un pays comme le nôtre, il est parfois nécessaire de vous démarquer, de mettre de la rigueur dans ce que vous faites. Et vous allez découvrir le parcours qui a permis au frère Luc Vijanayi Dansou d'amener son entreprise au niveau où elle est aujourd'hui. De façon très simple, avec des exemples très simplifiés qui vont permettre à chaque entrepreneur, à chaque chef d'entreprise de découvrir, comme il dit, les 8 règles pour créer une entreprise performante. Ce livre, donc, managé par la discipline, est à votre disposition. Vous pouvez le trouver dans les librairies ou appeler la communauté, envoyer un simple message sur la page de la communauté et vous l'aurez. Vous avez également le livre Managé par la foi, également du même auteur, que vous allez pouvoir donc lire pour faire de votre entreprise une entreprise performante, une entreprise qui se démarque, une entreprise qui peut avoir plusieurs décennies et continuer à performer et à évoluer. Nous allons laisser le frère Luc conclure ce rendez-vous. Merci, Sœur Gladys. C'est un plaisir toujours de partager avec les frères et sœurs. Et je dis au-delà du livre, nous sommes également disponibles à recevoir des frères et sœurs qui ont besoin de conseils. Nous le faisons déjà depuis 2014 que ce livre est sorti. Je reçois des frères et sœurs pour des conseils, tout ça. C'est notre rôle en tant que devancier, c'est notre rôle en tant que leader. Bien que nous-mêmes nous travaillons tous les jours, n'est-ce pas, sur notre leadership. Je veux demander que le Seigneur bénisse la communauté, qu'il bénisse nous également, et bénisse surtout notre pays, afin que vraiment tout ce que nous faisons, que nous allons faire, puisse glorifier Dieu, sincèrement. Je ne pense pas que Dieu soit quelqu'un d'indiscipliné. Je ne pense pas que Dieu soit quelqu'un de peu rigoureux. On voit bien sûr, n'est-ce pas, dans son alliance avec les hommes, comme il est exigeant. Donc, Dieu est discipliné, il est rigoureux, il met la discipline, il est très bien organisé. Alors, nous, ces enfants qui sommes créés à son image, devraient être pareils. Et donc, il faut travailler à le devenir. Il faut travailler à être discipliné dans tout ce que l'on a fait. Et cela nous amène à produire des résultats qui glorifient Dieu et qui inspirent d'autres personnes. Tout à fait. Merci beaucoup donc Monsieur Luc Vijanayi Dansou. Nous sommes à notre 3e et dernier entretien sur le thème de la discipline. Vous allez sûrement nous revenir plus tard pour d'autres thématiques qui vont toujours continuer à aider nos frères et sœurs à être des personnes vraiment sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan social, des personnes qui reflètent l'image de Dieu qu'elles sont. Je rappelle à tous, on a une très bonne nouvelle à la communauté. Enfin, nous reprenons les assemblées en présentiel. Depuis la venue de la pandémie du Covid, les assemblées se faisaient uniquement sur la page Facebook de la communauté catholique Saint-Jean-Paul II. À partir de mardi prochain, donc, vous serez de nouveau à l'église Saint-Michel de Cotonou à partir de 13h. Et nous allons donc pouvoir reprendre nos assemblées en présentiel.
Ces assemblées sont faites pour vous nourrir spirituellement afin de vous aider à devenir des chrétiens de haute qualité. Nous retrouverons donc le berger dès mardi prochain à l'église Saint-Michel à partir de 13h. Venez tôt pour que nous puissions prendre les dispositions nécessaires afin de respecter les gestes barrières. Soyez donc infiniment bénis. Que Dieu vous garde et à mardi prochain. Merci beaucoup. Ce rendez-vous de entretien spécial continuera vendredi prochain avec un autre invité que vous aurez le plaisir de découvrir. Quant à moi, je vous souhaite le meilleur.